Bonjour à tous. Je vois que vous êtes très très nombreux pour cette table ronde qui va parler de la flèche du temps. J'ai un panel d'invités remarquables autour de moi. Je pense qu'on va passer une heure formidable ensemble. Ça sera sans doute, même j'en suis sûre, trop court, mais c'est le jeu des utopiales. Donc je vais commencer par présenter très rapidement mes invités. À ma gauche, Marc Lachaise-Ray, astrophysicien, cosmologue, spécialiste de relativité générale, qui s'est évidemment très longuement intéressé au temps. Je citerai juste quelques titres. Au-delà de l'espace et du temps, voyager dans le temps. Étienne Klein, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Philosophe des sciences, physicien, très grand vulgarisateur. J'ai assisté à une de vos conférences sur la flèche du temps, il y a quelque temps, qui m'avait émerveillée. Donc je pense que nous allons encore aller vers l'émerveillement. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, les tactiques de Chronos et bien d'autres titres. Gilles Moutier, physico-chimiste, spécialiste des lasers, chef de programme à la direction de l'énergie nucléaire au CEA, et qui a un petit bout de lui-même, ou une extension de lui-même sur Mars, dans un petit robot appelé Curiosity. Et je pense que vous nous en parlerez un peu plus tard ce soir. Ça sera le sujet de la discussion vers 19h, je crois. Voilà, donc 19h ce soir, Curiosity Mars. Et enfin, Claude Eken, notre auteur de science-fiction de cette table ronde, très grand auteur français qu'on aimerait bien lire plus souvent, qui vient de faire paraître aux éditions du Sonium un roman intitulé « Les souterrains du temps », et qui a une culture de la science-fiction immense, et qui apportera l'éclairage science-fictionnel dans ce panel. Alors pour commencer cette discussion, où je vais essentiellement laisser mes invités rebondir les uns sur les autres, on parle beaucoup de flèche du temps, c'est une métaphore. Est-ce qu'on peut parler du temps autrement que par métaphore ? C'est difficile de donner une réponse concise, sans faire rire Étienne en tout cas, mais je pense que la réponse, je pencherai plutôt vers le non. Alors on en reparlera, il y a une autre table ronde qui s'appelle « Le temps est-il une illusion ?», mais c'est peut-être pas tout à fait le sujet ici. Je vais me placer du point de vue de la physique moderne, c'est-à-dire de la physique relativiste, telle que l'a énoncé Einstein dans ses théories de la relativité, que vous connaissez tous très bien, bien entendu, mais qui correspondent effectivement à ce qu'on a pu expérimenter, observer dans le monde réel. Et en gros, ce que disent ces théories, c'est que plutôt que de parler du temps et de l'espace, il faut parler de l'espace-temps, qui est une entité un peu plus compliquée, dans laquelle il est difficile de découper, en tout cas d'une manière vraiment objective, l'espace et le temps. Donc on s'aperçoit que la notion de temps dans cette physique, à la limite, on peut dire qu'elle disparaît, mais en étant un petit peu moins péremptoire, on peut dire que le temps, c'est quelque chose qu'on reconstitue chacun de manière peut-être un peu différente dans l'espace-temps. Donc que chacun a un temps personnel et que cette notion de temps n'est pas vraiment définie globalement. Donc, quand on parle du temps, je ne dirais pas que c'est une métaphore, non. C'est quelque chose que nous ressentons, que nous mesurons, ou plus exactement, si on veut être rigoureux, je dirais que ce qu'on mesure, c'est des durées, et à partir de ces durées, en prenant une origine, par exemple, si je prends l'origine de ma naissance, je sais que depuis ma naissance se sont écoulées des durées, je ne vous dirai pas combien, mais à partir de ces durées que j'ajoute à la date de ma naissance, je reconstitue un temps qui m'est personnel. Bon, chacun de nous peut faire la même chose, donc on a chacun une notion d'un temps qu'on appelle notre temps propre. Et ce qu'on appelle le temps en général, en enlevant l'adjectif propre, c'est l'idée que tous ces temps propres de chacun de nous, encore une fois, que l'on ressent, que l'on éprouve, que l'on peut le mesurer avec notre montre, sont la manifestation d'un temps universel, comme disait Newton, puisque cette hypothèse, c'est une hypothèse, moi j'appelle ça l'Ansatz. Ansatz, ça veut dire hypothèse en allemand, parce que finalement c'est pas mal d'utiliser l'allemand quand on parle du temps, parce que ça donne moins des idées préconçues. Le langage est un grand ennemi quand on parle du temps, parce qu'il y a des notions comme celle de temps, justement, précisément, de chronologie, qui sont souvent mal définies et qui n'ont pas le même sens pour tout le monde. Donc je crois que
Ce qui est difficile, entre autres choses, lorsqu'on parle du temps, c'est de définir un langage. Et justement, de ne pas se trouver dans la métaphore, parce que les métaphores, ce que je vais entendre par le temps n'est pas la même chose que ce que vous allez entendre ou quelqu'un d'autre. Donc attention, méfions-nous des métaphores, surtout quand on fait de la physique. Mais pour revenir à la question, donc, le temps lui-même, c'est une reconstitution. Et ce que dit Newton quand il fonde sa physique au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, c'est qu'il existe quelque chose qui s'appelle le temps universel, qui coule de la même manière pour tout le monde, et que finalement, ce qu'on pourrait appeler nos temps personnels serait la manifestation de ce temps universel. Et ce temps universel, on peut se demander s'il a des propriétés, si par exemple il a une flèche du temps, ce dont on va parler tout à l'heure. Bon, le problème, c'est que ce que nous dit la théorie de la relativité, c'est que cette reconstitution, elle est en fait impossible. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, lorsqu'on fait des mesures avec une grande précision, lorsqu'il y a des grandes vitesses en jeu, lorsqu'il y a des champs gravitationnels en jeu, cette reconstitution est impossible. C'est-à-dire qu'il est impossible de penser que notre temps personnel, mon temps personnel et le vôtre sont des manifestations d'un temps qui coulerait comme ceci. Donc ça veut dire que l'idée de flèche du temps, il va falloir un petit peu la modifier au minimum. Et à ce moment-là, est-ce qu'on va parler des flèches de nos temps personnels ou des flèches de quelque chose qui serait plus global, mais on ne peut pas parler du temps, on peut parler de l'espace-temps, et on va s'apercevoir que la question de la flèche du temps se transpose à la question de savoir est-ce qu'il y a une flèche dans l'espace-temps plutôt que dans le temps. Et donc, et le résultat dont on va peut-être s'apercevoir tout à l'heure, c'est que s'il y a une flèche du temps, il y a également une flèche de l'espace dont on ne parle pas souvent. On parle beaucoup de la flèche du temps, on ne parle pas de la flèche de l'espace. Et je crois qu'un des problèmes, c'est de comprendre pourquoi on parle beaucoup de la flèche du temps, et qui, à mon avis, n'est pas une flèche du temps, on va y revenir, mais plutôt une flèche des phénomènes qui se déroulent dans le temps, et on parle très peu de la flèche de l'espace. Bonjour à toutes et à tous, c'est à moi, si tu comprends bien, c'est à moi. Donc, écoutez, le sujet, c'est la flèche du temps. Donc, en effet, c'est une métaphore. C'est une expression assez récente. Hein. C'est un physicien britannique qui s'appelle Arthur Eddington qui a introduit cette expression flèche du temps dans un livre qu'il a écrit en 1929 qui s'appelle La nature du monde physique. Et cette flèche, elle était attribuée avant par la mythologie à Eros, le dieu de l'amour, qui est souvent dessiné comme un petit enfant fessu, qui balance ses flèches dans les cœurs pour y distiller l'amour. Là, c'est autre chose. Et quand il parle de la flèche du temps, Eddington, je pourrais vous lire des extraits que j'ai dans mon téléphone, utilise des expressions langagières qui justement sont ambiguës. Et ce qu'il dit, d'abord, c'est que nous ne percevons pas le cours du temps. C'est-à-dire nous ne percevons pas le temps pur, nous ne percevons que ce qu'il appelle le devenir. Le devenir, c'est-à-dire le changement. Nous n'avons la sensation du temps que lorsque nous voyons autour de nous ou en nous des modifications qui nous en font prendre conscience. Et pour lui, l'univers est un système fermé, et donc il est soumis au second principe de la thermodynamique, et ce qu'il prévoit, c'est que l'univers évolue sans cesse jusqu'à ce qu'il atteigne un équilibre. Et il dit, lorsque l'univers est à l'équilibre, ou même lorsque n'importe quel système est à l'équilibre, eh bien, le temps perd sa flèche. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de devenir, il n'y a plus de changement. Et donc il fait une distinction entre ce qu'on appelle le cours du temps et ce qu'on appelle la flèche du temps. La flèche du temps, comme l'a dit Marx, ce n'est pas une propriété du temps même, c'est une propriété des phénomènes. C'est-à-dire les phénomènes n'ont plus d'évolution, le système est à l'équilibre, et à la fin de son article, Eddington a une phrase ambiguë, il dit « Le temps a perdu sa flèche et il ne passe plus ». Alors, si vous regardez les équations de la physique, quand le système est à l'équilibre, en effet, il n'y a plus de flèche du temps puisqu'il n'y a plus d'irréversibilité, mais le temps continue de passer. Et donc, il fait comme si le temps, une fois que l'équilibre est atteint, se transformait en espace. Et alors, Wittgenstein, il a vu l'ambiguïté, et aussitôt, il a écrit un petit papier dans lequel il dit « Mais si on en croit Eddington, si nous marchions à reculons tous, alors le temps s'écoulerait dans l'autre sens. » Il dit non, si on marche à reculons, le temps s'écoule toujours dans le même sens, mais nous marchons à reculons. Ce n'est pas notre mouvement qui détermine le sens d'écoulement du temps. Et donc, si on regarde attentivement la physique, les équations, alors on voit que l'expression d'Eddington
répond à un problème qui a tourmenté les gens dans la deuxième moitié du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, qu'on appelle le problème de la réversibilité de la mécanique. Ça vient de quoi? Ça vient que si vous prenez une équation fondamentale de la physique, n'importe laquelle, vous changez t en moins t, c'est-à-dire que vous faites s'écouler le temps dans l'autre sens, eh bien, les équations ne sont pas modifiées. Autrement dit, ce que disent les équations de la physique, c'est que si un système peut aller de l'état A initial vers l'état B, son état final, il peut également aller, par les mêmes lois physiques, de l'état B vers l'état A. Ça veut dire que tous les phénomènes physiques, d'après ces équations, sont réversibles. Or, autour de nous, on ne voit que des phénomènes irréversibles. Si vous passez le film de vos vacances à l'envers, vous voyez tout de suite qu'il est à l'envers. Et donc, il y a une sorte de contradiction apparente entre la réversibilité des équations et les phénomènes qui sont irréversibles. Et ça a créé des controverses terribles au XIXe siècle, qui ont d'ailleurs indirectement abouti au suicide de Boltzmann en 1906, parce que lui disait non, on peut expliquer l'irréversibilité des phénomènes à partir d'équations réversibles, à condition de faire l'hypothèse que l'atome existe. Alors c'est une longue histoire, mais si vous voulez, en gros, si on en croit les équations de la physique, et là je parle de la physique ordinaire, c'est-à-dire je parle des équations qui sont utilisées dans les laboratoires aujourd'hui pour faire de la physique. Je ne parle pas des théories à l'ébauche sur la gravité quantique ou la théorie des supercordes qui pourrait peut-être changer la donne. Mais si vous prenez les théories opératoires, il y a une distinction nette entre le cours du temps et la flèche du temps. C'est-à-dire que le cours du temps, c'est simplement cette chose, c'est la flèche qu'on met sur l'axe des temps. Ça dit simplement que le cours du temps est irréversible. C'est-à-dire qu'un instant qui s'est déjà passé ne pourra pas réapparaître. Vous ne pourrez pas retrouver dans votre futur un instant que vous avez traversé dans votre passé. Ça, c'est le cours du temps. Et ce cours du temps, il est contraint par la causalité, etc. Et la flèche du temps, c'est autre chose. La flèche du temps, il faut expliquer comment des équations réversibles peuvent expliquer des phénomènes irréversibles. C'est-à-dire comment des lois physiques peuvent en fait dire le contraire de ce qu'on observe. Et ça, c'est un grand enjeu, ça a été un grand débat, la question de la flèche du temps. Et comme l'a dit Marc encore une fois, ce n'est pas une propriété du temps, c'est une propriété des phénomènes physiques. La flèche du temps, c'est simplement cette chose qui permet de comprendre pourquoi un système qui initialement est dans l'état A, puis va dans l'état B, pourquoi étant dans l'état B, il ne peut plus retourner dans l'état A. Quand vous mettez du lait dans le café, ça fait du café au lait. Et vous ne retrouverez jamais l'état initial. Alors que la physique vous dit, normalement, si en attendant un peu, ça pourrait revenir à l'état initial. Alors c'est un peu compliqué ce que je dis, mais il y a une métaphore, pour le coup, artistique qui permet de comprendre. Vous connaissez peut-être l'œuvre d'un peintre polonais qui s'appelle Roman Opalka, qui est mort en 2011. Roman Opalka, jusqu'en 1965, faisait des tableaux très figuratifs. Et puis en 1965, il était à Varsovie, il avait un rendez-vous avec sa compagne, qui était en retard. Je précise pour les jeunes qui sont ici qu'en 1965, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc elle était en retard, il s'inquiétait, il a senti ce qu'il appelle la compacité du temps, qu'il a angoissé. Et à partir de ce jour-là, tous les jours de sa vie, il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a peint sur des toiles très grandes, sur un fond noir, la suite des nombres entiers, 1, 2, 3, etc. Chaque toile lui prenait plusieurs jours pour être exécutée. Et lorsqu'il avait terminé la toile, ou une toile, il se prenait en photo. Il se prenait en photo, toujours avec le même éclairage, le même appareil, la même chemise, la même position. Et il a donc produit une œuvre qu'il a occupée pendant 45 ans. Il est arrivé jusqu'à 4 millions à la fin. Et vous pouvez voir sur Internet, il a séparé graphiquement, artistiquement, on pourrait dire, le cours du temps et la flèche du temps. Le cours du temps, c'est finalement la suite des nombres entiers. Tous les nombres sont différents, mais chacun est construit de la même façon à partir du précédent. On ajoute 1. Donc ils ont tous la même nature, on pourrait dire. Ça, c'est le cours du temps. Il n'y a pas de nombres identiques, mais ils ont tous le même statut. De même que tous les instants ont le même statut. Et puis ces photos qui le montrent vieillissant, les cheveux qui blanchissent, etc. C'est la flèche du temps qui n'a rien à voir avec le temps même, mais à voir avec les processus qui se déroulent dans le temps. Et donc, pour moi, le cours du temps et la flèche de temps sont deux choses différentes. Le temps, ça n'est pas la même chose que le devenir. C'est pas la même chose que le changement. Quand plus rien ne change, le temps continue à passer. Et sinon,
En effet, vous ne pouvez pas parler d'un temps universel, mais on peut tout à fait penser des temps propres qui sont liés aux observateurs sans avoir à les déduire d'un temps universel. Il est clair qu'il n'y a pas de temps universel. La relativité l'a fait mourir dans d'atroces souffrances. Il n'y a pas de temps universel et absolu. Par contre, on peut tout à fait penser le temps comme étant un temps propre aux observateurs par définition. De même qu'on peut penser la notion de verticale sans qu'elle soit absolue ou universelle. Par exemple, à Nantes, il y a une verticale. On peut la définir. Ce n'est pas la même verticale qu'à Paris. Est-ce que le fait que ce ne soit pas la même verticale qu'à Paris interdise de penser l'idée de verticale? À mon avis, non. Juste une petite phrase de commentaire, parce que je crois que là, on a franchi une étape, c'est-à-dire qu'on a évacué la notion de flèche du temps en la remplaçant par la notion de flèche des phénomènes qui se déroulent dans le temps. Et je crois que la vraie question qui se pose aux physiciens, c'est est-ce que vraiment il y a une flèche des phénomènes physiques, disons, des phénomènes naturels, ou bien est-ce que c'est la flèche qui est liée à la manière dont nous percevons ces phénomènes? Et voilà, je crois, la question à laquelle on va arriver. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais je crois que c'est ça le vrai débat de la flèche du temps dans la physique, qu'on va peut-être aborder plus en détail dans les minutes qui viennent. Le niveau a déjà été lancé très très fort. Alors effectivement, moi je voulais commenter cette notion que Marc a lancée de Newton, de temps universel. On ne peut pas définir un temps universel. Il n'y a pas d'universalité dans le temps. Je pense qu'il faut le baser sur une notion de référentiel. Le temps est universel dans un référentiel donné. D'un référentiel à un autre référentiel, il n'y a plus d'universalité. Par exemple, des choses avec lesquelles on aime bien jouer, qui sont conceptuelles et qu'on aime bien raconter, mais si on se met autour de la planète de façon stationnaire, et puis on a un vaisseau qui tourne à la vitesse, pas loin de la vitesse de la lumière, et qu'on veut mesurer, par exemple, le temps par la durée que prend la lumière entre deux miroirs qui vont et qui viennent, selon qu'on est en position géostationnaire ou selon qu'on est en position d'avancement, le temps ne circule pas à la même vitesse. Et donc le temps apparaît plus long dans certains cas. Pourtant, ça reste le même temps. Mais c'est une question de référentiel. Donc l'universalité du temps, on ne peut pas se baser là-dessus. La question qu'on peut se poser, et là on est plus dans on déborde de la physique. Pourquoi se pose-t-on la question? Et finalement, si on se pose la question, alors c'est parce que en termes de physique, on s'y intéresse, mais derrière, on se pose la question d'essayer ou bien de repartir dans l'autre sens, ou bien d'essayer d'aller plus vite que le temps, et donc d'aller dans le passé ou d'aller dans le futur. Et est-ce que finalement, une manière de faire, ça ne serait pas d'imaginer qu'il y a des flèches de temps parallèles, et donc de sauter de flèche de temps en flèche de temps? Ça ouvre la porte à la science-fiction, Claude. L'auteur de science-fiction va bien sûr essayer de tordre tout cela. Par rapport à la flèche du temps, c'est d'essayer d'aller dans l'autre sens, d'inverser cette flèche du temps. Donc il y a quelques romans qui en parlent. Il y a Philippe Cadic, déjà à Rob-Roustan, où donc les personnes sont déterrées, sortent de terre, et puis ensuite vivent leur vie, et pour terminer, tout bébé, quoi. Le bouquin n'est pas très réussi, je crois, parce que il y a justement ce problème de causalité. Il y a des événements historiques qui se sont produits, et aller dans l'autre sens reviendrait à les déconstruire. Et nous avons toujours cette causalité qui nous imprègne et qui fait que ça ne fonctionne pas. Dans le récit, par exemple, on voit la personne se mettre de l'eau sur le visage et puis ensuite, avec un rasoir, ajouter de la mousse à raser et petit à petit mettre des poils. Mais par exemple, la Seconde Guerre mondiale, si l'on part en arrière dans le temps, qui serait la conséquence de la première, n'a pas encore eu lieu dans cette histoire-là. Plus intéressant est peut-être La Flèche du temps, justement, de Martin Amis, qui, lui,
arrive à donner peut-être une chronologie, une causalité en inversant vraiment les choses. Il y a le suspense, puisque sinon ça n'a plus aucun sens lorsqu'on raconte une histoire qui va carrément dans l'autre sens. On a quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui était à Lisbonne, à Rome, à New York, et on ne sait pas pourquoi il voyage. Il recule dans le temps, et petit à petit, on aura la révélation assez terrible du fait de ces nombreux déplacements. C'est quelqu'un qui est en fuite, et ça remonte justement à Dachau. C'est un ancien nazi, quoi. Mais par contre, là, cette inversion de la flèche du temps était bien faite parce qu'il essaie de rétablir une sorte de causalité qu'on ne voyait pas. Je peux vous en lire juste un petit extrait de la manière donc, dont le narrateur parle. Il a une voix intérieure qui parle et qui peut être reconstruit dans un sens chronologique, mais inversé, le temps. Les taxis jaunes, voilà un système imbattable. Ils sont toujours là quand on en a besoin, même sous la pluie ou quand les théâtres ferment. Ils vous payent immédiatement, sans poser de questions. Ils savent toujours où vous allez. Ils sont formidables. Pas étonnant qu'après, on reste là pendant des heures à leur dire au revoir de la main pour les saluer, eux et leurs excellents services. Les rues sont pleines de gens, le bras levé, trempés, fatigués, qui remercient les taxis jaunes. Bon, là, c'est amusant. Oui, ce livre de Martin Amis, moi, m'avait beaucoup plu, mais on s'aperçoit que finalement, ça ne marche pas, quoi. On ne peut pas décrire les choses comme ça. On n'y arrive pas parce que le cheminement de la pensée est toujours dans l'autre sens que le sens réversible qu'il voudrait adopter. Mais enfin bon, c'est un bel essai. Mais l'idée que je voudrais défendre, en tout cas que je voudrais proposer, c'est que finalement, dans la physique, disons dans le monde naturel, il n'y a pas de flèche du temps. Alors, pourquoi nous, on ressent une flèche du temps ? Pourquoi on distingue le futur du passé d'une certaine manière? Parce que quand on regarde, je ne sais pas moi, l'évolution du système solaire ou l'évolution de l'univers, on pourrait très bien la raconter dans l'autre sens et ça obéirait aux lois de la physique. C'est-à-dire, au lieu de dire, par exemple, prendre la position des planètes dans le système solaire et puis en déduire la position qu'elles auront dans 1000 ans, on peut très bien prendre la position aujourd'hui des planètes du système solaire et en déduire la position qu'elles avaient 1000 ans dans le passé. C'est exactement le même système d'équations, c'est exactement la même résolution. Donc, de ce point de vue, quand on prend un problème de ce genre, aller du passé vers le futur ou du futur vers le passé, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même problème, on le résout exactement de la même manière, avec la même difficulté, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, comment se fait-il que nous, on distingue vraiment le passé du futur ? C'est-à-dire, ce qui m'est arrivé hier, pour moi, ça n'a pas le même statut que ce qui va m'arriver demain. Alors, la réponse, je crois, c'est la mémoire. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé hier, je m'en souviens. Ce qui va m'arriver demain, je ne m'en souviens pas. Et il me semble que la vraie question, elle est là. C'est-à-dire, du point de vue physique, si vous voulez, ça a le même statut. Autrement dit, si je prends l'état présent, je suis en train de vous parler, et si je prends l'événement, hier, je suis venu de Paris à Nantes en train, et demain, je vais aller de Nantes à Paris en train, du point de vue de la physique, c'est complètement symétrique. Il n'y a pas de différence. Pourtant, je me souviens de ce qui m'est arrivé hier, et je ne me souviens pas de ce qui m'est arrivé demain, de ce qui va m'arriver demain. Justement, quand on parle de ces choses-là, il serait commode d'avoir une manière qui évite les temps. C'est-à-dire, quand je parle, quand j'utilise un verbe, je suis obligé de parler soit à l'imparfait, soit au présent, soit au futur. Et pourtant, d'une certaine manière, on voudrait parler d'un mode qui dit je fais quelque chose dans ma vie, je ne m'occupe pas de savoir si c'est passé, présent ou futur. Si je parle de ce qu'a fait Napoléon, c'est vrai que ça sera toujours au passé, mais il n'y a pas de futur, présent, passé dans la vie de Napoléon. Je peux parler de Napoléon à 20 ans ou 40 ans, c'est toujours le même Napoléon. Je le vois d'une manière, en quelque sorte, atemporelle. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que cette notion de flèche du temps, dont on a déjà dit que c'était plutôt les phénomènes que le temps lui-même que ça concernait, je pense que c'est plutôt la perception des phénomènes. Parce que, encore une fois, aller d'une situation passée vers une situation future ou aller d'une situation future vers une situation passée,
c'est un peu la même chose du point de vue de la physique. C'est-à-dire, si vous prenez un caillou, par exemple, est-ce que ça a un sens de dire ce caillou, il vit sa vie, entre guillemets, du passé vers le futur ou du futur vers le passé? Est-ce que ça a un sens de dire ce caillou, pour lui, le temps s'écoule non pas du passé vers le futur comme moi, mais du futur vers le passé? Essayez d'imaginer ça et demandez-vous si le monde serait différent dans cette optique. Et je pense que vous allez conclure qu'on dise que le temps pour le caillou s'écoule du passé vers le futur ou le futur vers le passé, ça ne change absolument rien. Donc c'est une question qui n'a pas vraiment de sens. Et donc parler de l'écoulement du temps dans un sens ou dans l'autre pour un caillou ou pour une particule élémentaire, ça n'a pas vraiment de sens. Ça commence à avoir du sens pour un système qui est collectif, qui est complexe, auquel on associe une entropie. Mais je crois qu'on a parlé tout à l'heure d'entropie, mais la notion d'entropie, elle est aussi totalement subjective. Je m'aperçois que je parle beaucoup, je vais m'arrêter, mais ce qui est intéressant, c'est que l'entropie, c'est quelque chose qu'on a inventé pour quantifier justement la flèche du temps, et l'entropie, c'est quelque chose qu'on associe à un phénomène, et il y a cette seconde loi de la thermodynamique qui dit que pour un système, l'entropie ne peut que augmenter ou, à la limite, rester constante. Mais en fait, quand on regarde, on s'aperçoit que l'entropie, c'est quelque chose aussi de subjectif. C'est-à-dire, l'entropie que l'on va accorder à un système, elle dépend de notre manière de voir ce système. Elle dépend à quelle résolution on regarde le système, c'est-à-dire avec quel degré de détail. Et à la limite, quand on regarde le système avec un degré de détail infini, ce qui est impossible, mais c'est une certaine limite, on s'aperçoit que l'entropie reste constante. Et le fait que cette entropie, à la limite microscopique pour un système isolé, reste constante, eh bien, c'est exactement la même chose que de dire que dans l'univers, en toute rigueur, il n'y a pas de flèche du temps et que la flèche du temps, elle est juste imprimée par notre regard et par notre conscience qu'il y a la conscience et notre mémoire, si vous voulez, qui se rappelle du passé mais pas du futur. Je m'arrête là parce que sinon je vais être trop long. Donc je vais rebondir, c'est ça le... Je suis prêt. Moi, je suis plus certain de comprendre de quoi on parle, parce que dans la première partie des interventions, on a dit la flèche du temps, c'est une propriété des phénomènes, non pas du temps. Et puis là, la flèche du temps, ça devient la dissymétrie entre le passé et le futur. Alors, non, c'est pas la même chose, justement, parce que le fait que, pour les équations de la physique, le passé et le futur soient symétriques. C'est-à-dire, on a le droit de dire que le temps s'écoule du futur vers le passé ou du passé vers le futur, ça ne change pas les équations. Ça veut dire que ce qu'on appelle le cours du temps a un sens qui est arbitraire. Mais ce n'est pas parce que ce sens est arbitraire qu'il n'existe pas. Je vous donne une analogie. Vous savez que les charges électriques qu'on donne aux particules ont un signe qui est arbitraire. On a décidé que l'électron avait une charge négative, le proton une charge positive. Bon. C'est complètement arbitraire. On aurait pu décider que l'électron avait une charge positive et le proton une charge négative. Ça ne changeait absolument pas les lois de l'électromagnétisme. De la même façon, vous pouvez appeler futur le passé et passé le futur, ça ne change pas les lois de la physique. Autrement dit, le sens d'écoulement du temps est arbitraire, mais il est réel au sens où les lois dans l'électromagnétisme, les lois de répulsion entre charges de même signe, eh bien, elles sont indépendantes de la convention que vous avez prise pour décider du signe de telle ou telle de la charge de telle ou telle particule. Et donc dire que les équations de la physique n'ont pas de flèche du temps ne signifie pas que le cours du temps n'existe pas. Autrement dit, si je ne me souviens pas du futur, c'est non pas parce qu'il y a une flèche du temps qui m'empêcherait de m'en souvenir, c'est tout simplement parce que je n'y ai jamais été présent. Autrement dit, on est encore là en train de confondre deux choses qu'à mon avis, il faut distinguer si on veut être clair. Le fait de dire que les équations de la physique sont réversibles, ne signifie pas que les voyages dans le temps sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un débat très vif entre Prigogine et je ne sais plus qui, un mathématicien là-dessus. Dire que je change T, René Thom, voilà. Dire que je change T en moins T dans les équations de la physique ne veut pas dire que je retourne dans le passé. Ça veut dire que je change le signe des vitesses. C'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense qu'on ne peut continuer la discussion que si on admet que le cours du temps, le temps est toujours irréversible. Voilà, le temps est toujours irréversible. Irréversible. Le temps lui-même, il est irréversible. Quand vous êtes passé par un instant T, vous ne pouvez pas revenir dans les instants antérieurs.
quelle que soit la convention que vous avez choisie. Par contre, les phénomènes physiques, eux, sont irréversibles ou réversibles, ça dépend de l'échelle à laquelle vous les regardez, et c'est uniquement à propos d'eux que la question de l'irréversibilité se pose. Autrement dit, il y a un temps qui est toujours irréversible, dans lequel les phénomènes physiques sont réversibles ou irréversibles. S'ils sont irréversibles, on dit qu'ils sont soumis à la flèche du temps. S'ils ne le sont pas, on dit qu'ils ne sont pas soumis à la flèche du temps. Je crois qu'il faut faire, c'est ce que dit, je crois, Étienne, il faut faire une différence entre les équations physiques, d'une part, et les aspects anthropiques, anthropomorphiques, qui remplissent ces équations physiques, d'autre part. C'est-à-dire que la flèche du temps est la flèche du temps, et donc c'est l'équivalent d'un vecteur qui a donc un sens et une direction. Mais cela se remplit ensuite d'événements. Et ce sont ces événements qui sont irréversibles, parce qu'une fois qu'ils ont été vécus, ils ont été vécus. Alors, moi, ça me fait penser, j'aimerais juste te laisser ouvrir sur Egan, sur Greg Egan, parce qu'on parlait de langage, de difficulté avec notre langage à exprimer le cours du temps ou la flèche du temps, difficile, je commence à avoir un petit peu de mal moi aussi. Mais est-ce que tu pourrais nous parler, Claude, de Premier Contact c'est pas Greg Egan, Ted Chiang. Oh là là, malheur, oui, alors, misère. Premier Contact est le film tiré d'une nouvelle de Ted Chiang, La Tour de Babylone, c'est le recueil de nouvelles. L'histoire s'intitule « L'histoire de ta vie ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout joue sur la perception du temps, notre perception du temps, qui est complètement dans la causalité. Et il y a une rencontre avec des extraterrestres qui, on essaye de trouver quel est leur langage. On n'arrive pas à le comprendre. Et on se rendra compte que leur perception du temps est complètement différente. Elle inclut le passé et le futur à la fois. Alors j'ai essayé de voir comment il a construit sa nouvelle. Il est parti du principe de Fermat, où la nature va toujours au chemin le plus droit, le plus direct. Il va donner un exemple avec un rayon lumineux qui part d'un endroit, d'un point A, et qui va jusqu'au point B, mais traversant un milieu liquide. À ce moment-là, évidemment, on a la réfraction de l'eau. Et il va montrer pourquoi ça ne va pas tout direct, mais qu'il y a cette réfraction. C'est que si on va de point A au point B d'une manière très directe, le temps de la vitesse de la lumière passée à l'air libre et celui où il est plus lent dans l'eau est supérieur au temps au moment où il y a la réfraction. Donc, partant de ce principe de Fermat, il se rend compte que le rayon connaît donc sa destination et calcule le chemin le plus court. Donc, il y a une téléologie qui se met en place, il y a une sorte de calcul prévisionnel, et donc ça commence à nous changer notre perception du temps. Résultat, la personne qui étudie ça commence petit à petit à penser de la même manière, à inclure des tranches de temps beaucoup plus grandes. Et voilà pourquoi l'histoire est par moments écrite au futur. On a cette histoire d'élucidation du langage des extraterrestres et le fait que cette femme s'adresse à sa fille et lui parle toujours au futur. Alors elle est décédée, elle est morte à 25 ans, d'un accident de montagne et non pas d'un cancer dans le film. Et ce qui est, là, c'est une petite erreur par rapport au film, puisque bon, c'est une maladie, alors que pour ce qui est de l'accident, c'est elle qui lui a payé les leçons d'alpinisme, donc la mère se sent un petit peu responsable de la mort de sa fille. Et donc elle lui dit, lorsque tu auras 3 ans, tu feras ceci. Lorsque tu auras 12 ans, tu feras ceci. Et c'est donc raconté au futur. Du moment qu'elle commence à penser comme ça, elle perd évidemment son libre arbitre. Est-ce que c'est un problème justement de perdre son libre arbitre? Elle va essayer de montrer que non dans toutes ces parties intimes de l'histoire. Par exemple, on se dirait que si on connaît les événements à l'avance, pourquoi s'embêter à assister pendant 2 heures à une réunion dont on connaît l'issue? Pourtant, lorsqu'il y a un mariage, eh bien, on y assiste, on sait exactement ce que diront chacune des parties,
Et on veut absolument entendre « Je vous déclare mari et femme ». Donc, il y a une perte du libre arbitre, mais enfin, on le sait et on l'accepte. De la même manière, elle raconte un conte à sa fille, ces boucles d'or, qui voit les petits bols remplis d'épinards bouillis. Et donc, sa fille lui dit « Non, ce n'est pas des épinards bouillis ». Alors, elle va dire une purée de carottes. « Non, ce n'est pas des purées de carottes. Raconte correctement l'histoire. » Mais dit « Si tu connais l'histoire, pourquoi veux-tu que je te la raconte ?» Mais parce que je veux l'entendre. Parce que ça fait tellement partie de la causalité que je dois m'y conformer. Voilà, donc on en a même un autre exemple lorsqu'elle arrive à penser à ça, si j'arrive à le... si j'arrive à le retrouver, je l'ai isolé ici, où on va accepter les événements les plus graves. Hein. Quand tu auras 3 ans, en tirant un torchon posé sur le comptoir de la cuisine, tu feras tomber ce saladier dessus. C'est un saladier qu'elle est en train d'acheter avec son compagnon, longeant un rayon d'ustensiles de cuisine. On ne voulait pas acheter ce saladier, mais lorsqu'elle l'a vu sur l'étagère, moulin, poivre, presse à légumes, elle s'est arrêtée sur ce saladier en disant « il faut absolument l'acheter ». J'essaierai de le rattraper à la sauvette, mais je le raterai. Le bord t'infligera une coupure au sommet du front qui exigera un unique point de suture. On te gardera en pleurs et taché de sauce dans nos bras, ton père et moi, durant des heures, dans la salle d'attente des urgences. J'ai tendu la main et pris le saladier sur l'étagère. L'acte ne m'a pas paru imposé par quoi que ce soit, mais aussi nécessaire que l'impulsion d'attraper le bol quand il te tombera dessus. Un instinct auquel je trouve normal d'obéir. Ce saladier pourrait m'être utile. Gary l'a regardé, puis a hoché la tête. Tu vois que c'était une bonne chose que je doive m'arrêter ici. Oui, on a rejoint la file d'attente à la caisse pour payer nos achats. Donc voilà, cette femme va se mettre donc à penser comme les extraterrestres avec des tranches de temps très larges. Et je me suis demandé si dans la vie, mis à part les petits détails qu'on nous donne par rapport au mariage ou à des choses comme ça, on pourrait le trouver. Et puis en fait, je l'ai... Dans ce cas-là, pourquoi avoir acheté le saladier ? Parce qu'il fallait que le saladier tombe sur sa fille. Pourquoi fallait-il qu'il tombe sur sa fille ? Pour se conformer à la perte de libre arbitre et sachant que les choses doivent se passer ainsi. Voilà. Sous peine de modifier les choses. Sous peine de modifier. Mais on se pose même plus la question de modifier les choses. On sait que ça doit se passer. On sait que la phrase « je vous déclare mari et femme » doit être dite, sinon ça ne s'est pas produit, quoi. Il n'y a pas de chose. Alors je me suis demandé si on pouvait le trouver ailleurs, et puis je l'ai finalement trouvé chez un auteur, c'est Étienne Klein. Alors, pas dans les ouvrages de vulgarisation. Non, c'est dans les anagrammes renversantes. Dans les anagrammes renversantes, par exemple, il y a Albert Einstein et on a « rien n'est établi », ce qui correspond tout à fait à la relativité. Pourtant, lorsqu'il a eu le nom d'Albert Einstein, la relativité, tout ça, il ne l'avait pas encore conçu, si on veut. Je me rends compte que lorsqu'il y a, à propos d'être ou ne pas être, voilà la question, il y a toujours une petite explication entre l'anagramme de départ et ce qu'on trouve. Il y a un petit texte explicatif qui joint les deux bouts. Ce que Étienne écrit, c'est « Il est des formules dont on ne sait pourquoi elles nous hantent. La phrase qui ouvre le monologue de Hamlet est de celle-là. Quel secret nous force à revenir dans un théâtre, à la réentendre ?» On est là bien dans la conception du temps par ces extraterrestres. Quelle comique grimace sous le masque de la tragédie. Oui, et la posée n'est que vanité orale. Et alors, ça tombe bien parce qu'il y a également le principe de Fermat qui se trouve ici, avec une perspective téléologique. Pierre de Fermat préféra méditer. Marc ? Oui, pour rebondir sur les notions de pouvoir modifier le passé, de libre arbitre, il y a une situation qui est intéressante, c'est celle des voyages dans le temps, des voyages vers le passé, ce qu'en relativité on appelle finalement les courbes de temps qui seraient fermées, et ça veut dire exactement que en suivant mon existence de manière normale, c'est-à-dire j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, etc., j'ai une vision tout à fait normale de mon passé et de mon avenir que je ne connais pas encore, puisque ma mémoire se rappelle de ce que j'ai vécu ou pas, mais
il existe certaines possibilités, disons les physiciens discutent si c'est possible en pratique ou non, mais la relativité nous dit que c'est possible en principe. C'est le logicien Kurt Gödel qui, dans les années 30, en a donné le premier exemple concret. Il y a cette possibilité d'une courbe de temps qui me permettrait de revenir dans mon passé. Concrètement, ça voudrait dire que voilà, j'ai 40 ans et je me retrouve assis sur un banc à côté d'une copie de moi-même à 20 ans ou à côté de mon grand-père à 20 ans. Et bien sûr, se pose la question de savoir est-ce qu'on peut imaginer ce qu'on appelle quelquefois le paradoxe du grand-père, c'est-à-dire je voyage dans le passé, j'ai 40 ans, je retrouve mon grand-père et je le tue avant qu'il ait eu des enfants. Donc mon père n'existe pas, mais si mon père n'existe pas, je n'existe pas. Donc j'ai pas pu revenir dans le passé tuer mon grand-père. Donc mon grand-père est vivant, etc. Voilà. Donc apparemment, il y a un paradoxe qui est dû au fait que dans une situation de ce genre, je suis à la fois dans mon propre passé et je suis à la fois dans mon propre futur. Alors évidemment, si on a une conception ordinaire du temps, ça ne peut pas exister, mais la relativité, en principe en tout cas, permet tout à fait ceci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun paradoxe. C'est-à-dire, la seule chose un petit peu bizarre dans cette histoire, c'est la possibilité que je tue mon grand-père. Alors, ce que dit la physique d'une manière très claire, et ça a été montré par le calcul, non pas dans l'exemple du grand-père, parce que c'est un calcul trop compliqué, mais dans un exemple un peu simplifié, c'est que justement, si je vais dans le futur, si je vais, dans le passé, mais qui est en même temps mon futur, et que je retrouve mon grand-père, je n'ai pas la possibilité de le tuer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va m'en empêcher, c'est ce qu'on appelle le principe de consistance, parce que ça ne fait qu'exprimer que la théorie de la relativité, et notre physique en général, est une physique consistante, c'est-à-dire dont aucune des prédictions ne peut heurter la logique. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut évidemment pas dire « qu'est-ce qui va m'empêcher de tuer mon grand-père ?» Est-ce que c'est que je vais être paralysé ? Est-ce que c'est finalement quelque chose dans mon cerveau que mon sens moral va m'interdire ? Est-ce qu'il y a une interdiction, une impossibilité physique ? La physique ne le dit pas. Mais la physique a étudié, enfin certains physiciens ont pris un exemple un petit peu simplifié, qui est celui d'une boule de billard, en disant, voilà, on suppose une boule de billard qui va suivre un chemin temporel, une boucle temporelle qui lui permet d'aller dans le passé. Et on imagine que arrivant dans son propre passé, elle va se cogner elle-même. Disons, sa version 40 ans va cogner sa version 20 ans. On peut parler en minutes, mais peu importe. Et puis le choc va empêcher la boule d'emprunter le voyage temporel. Donc elle n'emprunte pas le voyage temporel, mais elle ne revient pas se cogner elle-même. Donc si elle ne revient pas se cogner elle-même, elle emprunte. Voilà, il y a le paradoxe qui est de même nature. Et ce qu'ont montré les calculs, parce que dans un cas qui est simple comme celui-ci, on a pu faire des calculs, très complexes malgré tout. C'est le physicien russe Novikov qui a le premier fait ces calculs. On montre que oui, la boucle peut emprunter la courbe temporelle vers le passé, revenir se cogner elle-même, mais à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est précisément le choc qui envoie la boule dans le passé temporel. Donc il y a une consistance et c'est finalement la démonstration, dans une situation un peu simple, du principe de consistance. Donc ça veut dire que cette situation un peu bizarre qui choque le bon sens, où on est à la fois dans le passé et dans le futur, dans son propre passé et dans son propre futur, il est tout à fait possible de l'envisager à la fois en conformité avec les théories physiques et également en conformité avec la logique. Il n'y a aucune entorse à la logique. La seule chose, c'est que, évidemment, ça va venir heurter notre conception du libre arbitre, parce que finalement, je suis à côté de mon grand-père, mais j'ai l'impossibilité de te tuer. Il y a quelque chose qui m'en empêche, je ne sais pas quoi. Et on peut dire, c'est une entorse à mon libre arbitre. Mais d'un autre côté, si je dis, tiens, je vais m'envoler, eh ben non, les lois de la physique m'interdisent de m'envoler. Est-ce que je considère ça comme une entorse à mon libre arbitre ? Voilà, c'est des questions qu'évidemment je vais laisser ouvertes parce qu'il faut que je vous laisse un petit peu réfléchir. Oui, enfin, ce sont des discussions passionnantes, mais je remarque simplement qu'on ne parle plus de la flèche du temps, mais de la causalité. On parle de la causalité. C'est-à-dire, le fait de voyager ou pas dans le temps, c'est une affaire de causalité, pas de flèche du temps. C'est-à-dire que si on en croit les équations de la physique, c'est pas la flèche du temps, au sens où on l'a défini tout à l'heure, qui est le moteur du temps. La flèche du temps, on l'a dit et redit, c'est toujours une affaire d'interprétation. Elle n'est pas dans les équations.
Et l'interprétation, elle va solliciter la thermodynamique avec le deuxième principe, ou bien la théorie de la mesure en mécanique quantique, ou bien l'expansion de l'univers, ou bien d'autres choses, la violation de CP dans les interactions faibles. Il y a plein de trucs, mais le point important, c'est qu'elle est toujours ajoutée aux équations comme interprétation du fait que nous voyons des phénomènes irréversibles, alors que les équations sont réversibles. Ça, on est habitué en physique. Les lois physiques disent le contraire de ce qu'on observe. On voit que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers, mais la loi de la chute des corps dit que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc la loi telle qu'elle est énoncée par Galilée contredit les observations de l'époque. Bon. Et donc c'est une affaire d'interprétation, de même que Galilée a interprété ce qu'on voyait en disant il y a la gravité qui fait tomber tous les corps à la même vitesse, et puis il y a d'autres forces, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables de la différence de vitesse que nous constatons. Donc il ne faut pas mélanger les termes. La flèche du temps n'est pas le moteur du temps. Ce n'est pas elle qui fait qu'un instant présent est aussitôt remplacé par un autre instant, etc. Ensuite, pour rebondir sur ce que disait Claude, évidemment, l'idée que nous avons du futur rétroagit sur notre présent. Si vous passez un examen à la fin de l'année, ça va rétroagir sur le présent parce que vous allez réviser, travailler, etc. Mais c'est pas la même chose que ce qu'on appelle la rétrocausalité. C'est-à-dire, c'est pas les événements du futur qui eux-mêmes interagissent avec votre présent. C'est votre idée, votre anticipation, en fait, qui est motrice de vos actions présentes. Et donc, c'est juste une distinction que je voulais faire. De même que, moi, je suis pas très grand lecteur de science-fiction, mais j'ai quand même lu beaucoup de voyages dans le temps, racontés dans la science-fiction. Et il y a toujours un moment où on décroche. C'est-à-dire, personne n'a jamais raconté un voyage dans le temps. Personne ne l'a jamais fait. Ce qu'on raconte toujours, c'est le voyage d'un premier temps, celui du voyageur temporel, dans un autre temps que le sien. Autrement dit, on ne raconte que le voyage d'un temps dans un autre temps. Ce qui veut dire qu'on met en scène deux temps différents, un peu comme les boucles spatio-temporelles dont vient de parler Marc. Moi, je veux bien qu'il y ait des temps cycliques, des boucles dans l'espace-temps qui ramènent l'observateur vers son passé. C'est pas du temps cyclique. Ouais, mais vous voyez qu'il y a toujours un petit problème, c'est que si vous revenez dans votre passé, de deux choses l'une. Ou bien vous vous souvenez que vous êtes déjà passé par là. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans la situation du premier passage. Ou bien vous ne vous en souvenez pas, et à ce moment-là, vous ne savez pas que vous êtes déjà passé par là. Autrement dit, il est impossible de revivre la même histoire en ayant conscience de la revivre. C'est tout. Oui, juste pour répondre à ça, tu as tout à fait raison. Et quand on parle de boucle dans le passé, ce n'est pas une boucle fermée. C'est-à-dire, je ne revis pas à 40 ans ce que j'ai vécu à 20 ans, mais il y a deux copies de moi-même, une à 20 ans, une à 40 ans, qui sont côte à côte. C'est-à-dire que ma ligne d'univers, elle n'est pas fermée. Voilà. Elle est presque fermée, bien entendu. Mais tu fais cohabiter, il est impossible tu fais cohabiter deux temps propres. Je fais pas. Il n'y a qu'un temps propre. Il n'y a qu'un temps propre qui s'éloigne. Je suis une version de moi-même à 40 ans, une version de moi-même à 20 ans. Mais il y a encore un dédoublement. C'est-à-dire que tu mettes en scène deux mondes ou bien deux temps, c'est la même chose. Il n'y a pas de monde. Non, il n'y a qu'un monde. C'est un seul espace-temps où il y a une courbe temporelle. Enfin, il y a plusieurs modèles de ceci. Mais une chose est certaine, c'est que pour moi, le temps propre s'écoule de manière continue de ma naissance à ma mort, sans qu'il y ait jamais de retour en arrière ou quelque chose comme ça, ou sans que jamais elle se recoupe. C'est-à-dire la courbe ne peut pas se fermer. Et justement, ceci est totalement incompatible avec l'existence du temps, tel qu'on le voit normalement. Et quand Gödel a trouvé sa solution dans les années 1930, où précisément il y a des courbes de ce genre, Gödel ne cherchait pas du tout à trouver une solution de la relativité générale où il y a des courbes de temps fermées. Il cherchait à illustrer, à rendre absolument évident l'impossibilité d'existence du temps selon la relativité. C'était ça son problème, parce que lui, il avait compris que le temps n'existait pas. Il était très ennuyé de voir que ses collègues s'accrochaient encore à cette idée de l'existence du temps. Donc il a dit, je vais trouver une solution où il devient absolument manifeste et évident que le temps ne peut pas exister en conformité avec la relativité. Et il s'est trouvé que cette solution, elle permettait, entre autres choses, ces boucles temporelles. Donc il a trouvé presque par hasard cette possibilité de courbes temporelles presque fermées qui sont exactement ce qu'on appelle le voyage dans le temps et qu'a décrit Borges dans une de ses nouvelles qui est le jardin au sentier qui bifurque. Et depuis, les physiciens se sont amusés à trouver d'autres circonstances qui mettent
qui mettent en scène ce qu'on appelle des cordes cosmiques ou des trous de verre ou des choses comme ça, où ces courbes sont possibles. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'un monde, il n'y a qu'un univers, qu'un espace-temps. Et justement, c'est un espace-temps dans lequel il est impossible de faire un découpage en espace et en temps. Parce que, précisément, si on voulait faire ça, ça voudrait dire qu'à un instant donné, pour un événement donné, il y a 2, 3, 4 valeurs du temps, une infinité de valeurs du temps possibles, et ça n'a plus aucun sens. Et c'est ça ce que dit la relativité. Enfin, à vrai dire, ce n'est pas vraiment ce que dit la relativité, c'est ce que nous dit l'observation et l'expérience, par exemple, des particules ou de certaines situations dans les télécommunications ou dans les navigations spatiales. Et c'est à partir de ce genre d'observation qui déjà commençait à l'époque d'Einstein, quand il a réfléchi sur les problèmes de synchronisation, c'est à partir de ce genre d'observation que Einstein a construit sa théorie de la relativité. Ce n'est pas Einstein qui dit le temps n'existe pas, c'est les observations et les expériences nous disent le temps n'existe pas, et ensuite Einstein construit sa théorie pour tenir compte de cette non-possibilité d'existence. Et pourquoi on dit, par exemple, que c'est Einstein qui est l'inventeur de la relativité restreinte et non pas Poincaré ou Lorentz qui avait trouvé déjà les formules qui la sous-tendent? C'est parce que Einstein a eu le courage de remettre en cause, enfin le courage ou l'audace, je ne sais pas quel mot il faut employer, de remettre en cause l'existence du temps. Parce qu'il fallait vraiment, comment dire, oser se sortir des pensées conventionnelles. Et c'est ça le mérite essentiel d'Einstein, je crois. Aussi bien d'ailleurs pour la physique quantique et pour la relativité générale. Est-ce que les physiciens s'amusent comme des auteurs de science-fiction un peu durs comme Greg Egan, j'y arrive avant Greg Egan de tout à l'heure, alors, qui dans Orthogonal s'amusent typiquement à remplacer la géométrie de Lorentz par celle de Riemann en transformant un moins en un plus? C'est-à-dire, si on ne trouve pas ça un peu amusant, on ne choisit pas ce métier, je crois, parce que c'est pas... C'est vraiment... On devient... Non seulement on trouve ça amusant, mais on devient addict, quoi. C'est-à-dire... Bon, moi j'ai joué aux cartes, j'ai joué aux échecs, j'ai joué au Go, j'ai joué à des tas de jeux, mais j'ai jamais trouvé un jeu aussi intéressant et aussi amusant que de résoudre mes équations de la physique. C'est passionnant et on n'a jamais envie de s'arrêter, quoi. Donc, quelquefois, il faut faire un effort pour s'en sortir et pour se replonger dans la vraie vie. Je crois que ce qui est intéressant, il y a la résolution des équations d'une part. C'est un peu comme l'apparition de la mécanique quantique au début du XXe siècle. Il y a la résolution des équations d'une part, et puis il y a les conséquences conceptuelles que cela entraîne derrière. Et je trouve que c'est ça qui est extrêmement rigolo. La résolution des équations, c'est la résolution des équations, mais ça induit derrière des concepts de pensée dont on voit bien avec nos deux collègues, Marc et Étienne, que conceptuellement, c'est compliqué derrière. Ça sous-tend un certain nombre de choses. C'est ça qui est rigolo, je trouve. Alors, je crois que ce qui nous anime, c'est qu'on est dans un triangle dans lequel il y a la physique, disons, observationnelle, expérimentale, il y a la philosophie, la métaphysique, et il y a les mathématiques. Et on circule dans ce triangle en étant tantôt du côté des observations, de l'expérimentation, tantôt du côté des concepts et de la philosophie, tantôt du côté des mathématiques. Et les trois sont passionnants. Et de temps en temps, il faut sortir de ce triangle pour aller dans la vie courante. Mais c'est là qu'on se sent bien. Enfin, je sais pas, non, Étienne, tu te sens pas bien dans ce triangle? Depuis que tu as déclaré publiquement que tu voulais pas me tuer, je me sens parfaitement bien. Je veux dire. Mais j'étais angoissé au début, je dois dire. Quel est votre rapport à la fiction en tant que physicien? À la fiction, à la science-fiction. Moi, quand j'avais autour d'une vingtaine d'années, quand j'étais en classe préparatoire, je dévorais toutes les collections, Présence du futur, Opta, tout ça. Je ne peux pas dire que j'ai tout lu, mais j'ai vraiment lu énormément. Et puis quand j'ai commencé à vraiment faire de la physique, finalement ça m'a paru, la réalité dépasse la fiction, ça m'a paru d'une certaine manière plus intéressant. Et j'ai trouvé que, à l'époque, je ne parle pas de la fiction d'aujourd'hui parce que je ne connais pas du tout la littérature, j'ai trouvé que ça ne se renouvelait plus. C'est-à-dire que je lisais des nouveaux ouvrages et je retrouvais un peu toujours les mêmes idées. Et donc j'ai abandonné ça, bon, peut-être pour d'autres raisons aussi,
Et j'y suis jamais revenu, mais c'est vrai que je pourrais me replonger là-dedans, voir un peu ce qu'il y a de nouveau, etc. Donc je connais pas la fiction récente, mais c'est vrai qu'à une époque, j'étais vraiment plongé là-dedans. J'ai encore une malle pleine de connaissances de futur, d'Opta qui font très joli dans ma bibliothèque, parce que c'était des très belles reliures. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et je veux pas les jeter, je sais pas pourquoi, j'y suis vraiment attaché. Ça a été une période de ma vie, je dirais. Je crois que toutes ces lectures-là, elles avaient déjà subi un certain écrémage et ce sont donc les bons titres. Alors que pour ce qui est de l'actualité, évidemment, tout est en même temps. On verra ce que le temps permettra de gagner. Ted Chiang, qui est un mathématicien informaticien, ce texte-là vaut vraiment le coup. Il y en a d'autres là-dedans. Division par zéro, qui est carrément terrifiant. Il arrive à jouer quand même avec certains concepts. Donc là, il y a quand même quelques auteurs intéressants. Mais c'est vrai qu'il s'est un petit peu noyé dans la masse avec des auteurs qui parfois reprennent de vieilles idées avec juste quelques variantes. Oui. J'aurais bien voulu en écrire, mais j'y suis jamais arrivé, quoi. J'ai pas assez d'imagination. C'est dommage. Voilà. Mais ça viendra peut-être. Hein. Soyons patients. Voilà, l'année prochaine, j'essaierai de vous... La prochaine vie, ouais, dans une boucle temporelle. Alors, moi, il y a des choses qui me bloquent et qui m'agacent. Alors moins aujourd'hui, mais dans un passé proche. Quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, j'ai dévoré des tas de livres de science-fiction, des Bradbury, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser aux sciences, et puis aux sciences physiques. Et puis après, au bout d'un moment, on finit par se poser des questions. Et par exemple, j'ai du mal à... Enfin, maintenant, ça m'a passé, mais par exemple, pour regarder un Star Wars avec les sabres laser, alors moi, dans ma spécialité, c'est les lasers, me dire, mais ok, alors on va recalculer, mais c'est pas possible. Il faut une énergie terrible, ça doit être brûlant, donc c'est pas possible, c'est bloquant. Ou de regarder un combat spatial et d'entendre des... Alors dans l'espace, il n'y a quand même pas beaucoup de bruit, des choses de ce type-là. Et donc c'est bloquant, ça m'a bloqué pendant un certain temps, et ça m'a bloqué vers le fait de continuer à me plonger dans la science-fiction. Et puis les années passant, on prend un peu de recul, un peu de relativité, et finalement, ça redevient sympathique. Comme un conte de fées, un peu. Exactement. C'est-à-dire, ouais, pour moi, il y a deux catégories. C'est-à-dire, il y a les livres de fiction qui sont vraisemblables. C'est-à-dire, je lis, je ne trouve absolument rien qui heurte la physique. C'est juste un peu un prolongement de l'anticipation. Bon, ça, c'est réaliste, je dirais. Et puis les films genre Star Wars, c'est comme un conte de fées finalement. On est dans la fantaisie et puis ça nous plaît et on est content de lire ça. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes pour moi. Ça va être le mot de la fin, je le savais, c'était une table ronde trop courte. Je vous remercie tous, je vous invite, on n'a pas posé de questions parce qu'il y avait trop de monde en fait pour le permettre, mais je vous invite à rejoindre les auteurs et nos scientifiques à la librairie ou dans leur prochaine table ronde pour discuter, prolonger ces interactions avec eux. Merci beaucoup à vous.